tout d'abord vous adresser, vous dire en votre nom à tous un grand merci à la maîtresse et à la reine des lieux, Nicole Degrain, qui nous accueille. Pour tout vous dire, elle mène un combat difficile. Et elle m'a appelé durant tout l'été en me disant « Tu sais, Hervé, il ne te fait aucun doute, je serai là au premier rang ce matin. Et donc, Nicole, je vous aime. » Mon deuxième remerciement, et ça sera le seul parce que je ne vais pas remercier tous mes collègues qui se sont déjà tous auto-remerciés, viendra pour une personne qui nous fait tous l'honneur d'être là aujourd'hui. Je veux parler d'Antoine Ruffnac. Monsieur Ruffnac, ça n'a pas toujours été très facile entre nous. Vous ne le savez probablement pas parce que les rivières de Normandie n'ont probablement pas fait passer le son jusqu'au Havre. Mais il n'y a quasiment pas de réunion publique, et David Marguerite pourrait en témoigner, où je ne cite pas une seule chose, au-delà du fait que vous ayez été un grand président de région. Je dis toujours à nos compatriotes qui doutent de la politique, qui doutent de notre capacité à transformer les choses. Je leur dis, moi j'y crois encore beaucoup. J'ai souvent regardé à quel point quelques grands maires ont su transformer complètement leur ville, leur agglomération, et ont su faire un grand lieu de développement et une vitrine. Et vous faites partie probablement des quelques maires de France qui ont été capables de faire ça. Alors, merci aux associations historiques, merci aux producteurs locaux qui ont accepté d'être là pour vous permettre de déjeuner tout à l'heure. Merci aussi à l'association qui a bien voulu, sur une riche idée de Sophie Gauguin, être présente pour permettre à toutes les personnes handicapées de participer au débat politique. Et merci à tous nos militants qui ont participé à l'organisation de cette manifestation qui fait que vous êtes un petit peu moins d'1 millier à être présents dans cette belle commune d'Épreville en Lieuvin. Merci à tous. Alors mes chers amis, je suis très heureux bien entendu d'être parmi vous aujourd'hui pour cette fête de la pomme qui est notre rentrée politique traditionnelle. Alors c'était évidemment une fête particulière car nous sommes à quelques semaines d'une élection majeure pour notre Normandie enfin et désormais réunifiée. Vous le savez, je conduirai cette liste et croyez bien que je mesure toute la responsabilité de cette tâche. On l'a dit pour toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole, notre Normandie mérite tellement mieux que cette politique rétrécie, rabougrie, clientéliste, sans enthousiasme et tellement conformiste que celle que nous avons depuis des années. Nous en reparlerons dans quelques minutes si vous voulez bien, mais c'est aussi une rentrée politique nationale. Car il faut bien avoir en tête une chose, mes chers amis, c'est que quelle que soit la qualité de la liste, quel que soit le combat que nous pourrons mener sur les thèmes régionaux, cette élection régionale, ce sera aussi une élection nationale. Que peut-on y faire? C'est comme ça, mais toutes les élections locales, les dernières élections municipales, les élections départementales, ont été aussi des grands moments de défoulement politique. Que le président de la République s'appelle d'ailleurs Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, c'est toujours la même chose. Et ce sera pareil en décembre. Et il ne faut pas se leurrer, cette élection sera d'abord un message que les Français voudront adresser au pouvoir en place, d'autant plus, comme l'a dit Jean Léonce,
que cette élection sera la dernière avant l'élection présidentielle. Alors mes chers amis, ce que je vous propose, à la veille de l'ouverture de la chasse, c'est de réaliser un doublé. En décembre 2015, sortir les socialistes du Conseil régional de Normandie. Et quelques mois plus tard, en 2017, sortir François Hollande et sa médiocrité affligeante. Ce que je veux vous dire à travers cet objectif, et surtout ce que je veux dire aux élus socialistes de notre région, c'est qu'ils auront bien deux bilans à assumer. Le leur, médiocre à la tête de notre région, mais aussi le bilan de François Hollande, lui, bilan absolument affligeant pour la France. Un double bilan à assumer pour ce qui aura été, in fine, pour les Français, une double peine. Non, mesdames et messieurs, les socialistes normands, vous ne pourrez pas vous dérober. Le bilan de François Hollande, ce sera aussi le vôtre lorsqu'en décembre prochain, les électeurs normands mettront dans l'urne leur bulletin de vote. Pascal Martin racontait tout à l'heure la schizophrénie dans laquelle se situent aujourd'hui nos socialistes normands. Et je voudrais tout d'abord vous adresser, vous dire en votre nom à tous, un grand merci à la maîtresse et à la reine des lieux, Nicole Degrain, qui nous accueille. Et pour tout vous dire, elle mène un combat difficile. Et elle m'a appelé durant tout l'été en me disant « Tu sais Hervé, ne te fais aucun doute, je serai là au premier rang ce matin. Et donc Nicole, je vous aime. » Mon deuxième remerciement, et ça sera le seul parce que je ne vais pas remercier tous mes collègues qui se sont déjà tous auto-remerciés, viendra pour une personne qui nous fait tous l'honneur d'être là aujourd'hui. Je veux parler d'Antoine Ruffnac. Monsieur Ruffnac, ça n'a pas toujours été très facile entre nous. Vous ne le savez probablement pas parce que les rivières de Normandie n'ont probablement pas fait passer le son jusqu'au Havre. Mais il n'y a quasiment pas de réunion publique, et David Marguerite pourrait en témoigner, où je ne cite pas une seule chose, au-delà du fait que vous ayez été un grand président de région. Je dis toujours à nos compatriotes qui doutent de la politique, qui doutent de notre capacité à transformer les choses. Je leur dis, moi j'y crois encore beaucoup. J'ai souvent regardé à quel point quelques grands maires ont su transformer complètement leur ville, leur agglomération, et ont su faire un grand lieu de développement et une vitrine. Et vous faites partie probablement des quelques maires de France qui ont été capables de faire ça. Alors, merci aux associations historiques, merci aux producteurs locaux qui ont accepté d'être là pour vous permettre de déjeuner tout à l'heure. Merci aussi à l'association qui a bien voulu, sur une riche idée de Sophie Gauguin, être présente pour permettre à toutes les personnes handicapées de participer au débat politique. Et merci à tous nos militants qui ont participé à l'organisation de cette manifestation qui fait que vous êtes un petit peu moins d'1 millier à être présents dans cette belle commune d'Épreville en Lieuvin. Merci à tous. Alors mes chers amis, je suis très heureux bien entendu d'être parmi vous aujourd'hui pour cette fête de la pomme qui est notre rentrée politique traditionnelle. Alors c'était évidemment une fête particulière car nous sommes à quelques semaines d'une élection majeure
pour notre Normandie, enfin et désormais réunifiée. Vous le savez, je conduirai cette liste et croyez bien que je mesure toute la responsabilité de cette tâche. On l'a dit pour toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole, notre Normandie mérite tellement mieux que cette politique rétrécie, rabougrie, clientéliste, sans enthousiasme et tellement conformiste que celle que nous avons depuis des années. Nous en reparlerons dans quelques minutes si vous voulez bien, mais c'est aussi une rentrée politique nationale. Car il faut bien avoir en tête une chose, mes chers amis, c'est que quelle que soit la qualité de la liste, quel que soit le combat que nous pourrons mener sur les thèmes régionaux, cette élection régionale, ce sera aussi une élection nationale. Que peut-on y faire? C'est comme ça, mais toutes les élections locales, les dernières élections municipales, les élections départementales, ont été aussi des grands moments de défoulement politique. Que le président de la République s'appelle d'ailleurs Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, c'est toujours la même chose. Et ce sera pareil en décembre. Et il ne faut pas se leurrer, cette élection sera d'abord un message que les Français voudront adresser au pouvoir en place, d'autant plus, comme l'a dit Jean Léonce, que cette élection sera la dernière avant l'élection présidentielle. Alors mes chers amis, ce que je vous propose, à la veille de l'ouverture de la chasse, c'est de réaliser un doublé. En décembre 2015, sortir les socialistes du Conseil régional de Normandie et quelques mois plus tard, en 2017, sortir François Hollande et sa médiocrité affligeante dans l'Élysée. Ce que je veux vous dire à travers cet objectif, et surtout ce que je veux dire aux élus socialistes de notre région, c'est qu'ils auront bien deux bilans à assumer. Le leur, médiocre à la tête de notre région, mais aussi le bilan de François Hollande, lui, bilan absolument affligeant pour la France. Un double bilan à assumer pour ce qui aura été, in fine, pour les Français, une double peine. Non, mesdames et messieurs, les socialistes normands, vous ne pourrez pas vous dérober. Le bilan de François Hollande, ce sera aussi le vôtre lorsqu'en décembre prochain, les électeurs normands mettront dans l'urne leur bulletin de vote. Pascal Martin racontait tout à l'heure la schizophrénie dans laquelle se situent aujourd'hui nos socialistes normands. Eh bien, mes chers amis, vous avez été le soutien de François Hollande le premier jour de la campagne de 2012. Eh bien, je compte bien vous rappeler chaque jour que le bilan calamiteux qui est le vôtre, c'est le bilan que vous devrez assumer matin, midi et soir. Mes chers amis, quel quinquennat nous aurons vécu? Je n'évoque même pas le président de la République en mobilette à 5 h du matin avec son casque. C'est tout de même extrêmement dégradant pour l'image qu'on peut se faire de la présidence de la République. Que d'échecs, que de divisions, que de reniements aussi, et même sur ce terrible sujet des réfugiés. Vous vous rendez compte, c'est Angela Merkel qui fait la leçon à François Hollande. C'est la droite européenne qui fait la leçon à la gauche française. Et sur ce sujet si douloureux, il suffit d'une photo qui nous a tous tellement touchés dans notre chair de parents pour que François Hollande change de pied. Son opportunisme, mes chers amis, n'aura jamais de limite et son cynisme non plus. Il en est même aujourd'hui à expliquer que la TVA sociale créée par la précédente majorité, c'était une bonne idée pour essayer de se réconcilier avec les milieux économiques. Ne vous y trompez pas, il n'aura pas de limite dans l'opportunisme pour se raccrocher aux branches, c'est le roi du changement de pied et il le fera durant ces 3 mois de la campagne des régionales. Et il faudra donc en permanence rappeler à nos compatriotes quel est le bilan de cette équipe-là.
Vous vous souvenez des propos de François Hollande durant la campagne télévisée et le débat de l'entre-deux-tours? Moi, président, j'inverserai la courbe du chômage. Super. Nous sommes à plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, près de 2 millions de chômeurs de plus si l'on prend les catégories A, B et C depuis 2012. Alors que le chômage commence à reculer partout en Europe. Moi, président, je ne serai pas le patron du Parti socialiste. L'Élysée est devenu l'annexe de la rue de Solferino, avec un président qui a quasiment suivi minute par minute les universités d'été du Parti socialiste. Moi, président, je serai le président de la jeunesse, avec pour résultat une jeunesse issue de nos meilleures écoles, dont la perspective est d'abord aller travailler à l'étranger, et une facture, une bagatelle de 2 milliards d'euros pour les rythmes scolaires, pour quelque chose qui ne ressemble à rien. Moi, président, je combattrai sans relâche la finance mondiale. Demandez donc aux frondeurs du PS ce qu'ils pensent du banquier d'affaires placé à la tête de Bercy. Moi, président, je serai le garant de la neutralité de l'État et je ne recaserai pas mes petits copains au plus beau fromage de la République. Cette promesse, c'est peut-être la plus honteuse quand on voit la réalité à Paris et même en Normandie, n'est-ce pas, monsieur Leverne? Vous savez, vous, au mois d'août, vous étiez en vacances. Mais d'autres n'ont absolument pas pris de vacances parce qu'ils voulaient pouvoir vous caser discrètement leurs petits copains, leurs copines, voire leurs épouses. Un vrai festival cet été. L'ancien directeur de Jean-Marc Ayrault à l'ambassade de Grèce, un député, ancien président de commission nommé à la filière de transport EDF, des conseillers d'État, des préfets, des inspecteurs généraux. À l'Élysée et à Matignon, mes chers amis, c'était Noël au mois d'août. Ces pratiques sont graves, je vous le dis. Elles ne devraient plus exister. Je suis maintenant depuis 3 mois en campagne. J'arpente notre région, ses marchés, ses entreprises, ses fermes, ses usines. Eh bien, je vais vous dire, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette colère, ce ras-le-bol contre les petites pratiques des politiques. Je vous rappelle cette jolie phrase de Shakespeare. Le mal de la grandeur, c'est quand du pouvoir, elle sépare la conscience. Eh bien, je vous le dis très nettement, il faut dire stop à tout cela, à ces dérives, à ces abus, à ces conflits d'intérêts, à ces comportements qui ne sont pas dignes d'une démocratie moderne et qui jamais ne nous permettent de supporter ou de surmonter nos difficultés. Alors, à notre niveau régional, nous nous y engageons avec les 4 autres têtes de liste qui sont ici présentes. Nous nous y engageons avec un certain nombre de choses claires que j'affirme devant vous. Ce sera notre marque de fabrique, un nouveau comportement politique. Déjà, le système Fabius et le jeu des 7 familles où tout le monde vit sur la bête, ce sera fini. Le système, je vous invite à reproduire et à reprographier, à renvoyer, à forwarder le formidable article de Mediapart sur le système Fabius dans l'agglomération rouennaise. Le système Leverne, de la fille qui succède à la belle-mère et la belle-mère qui succède au compagnon, ce n'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. Je croyais que la démocratie française avait aboli les charges héréditaires, sauf a priori, mon cher Pascal, ma chère Françoise, en Seine-Maritime et plus particulièrement dans l'agglomération rouennaise. Deuxièmement, autre engagement, chaque conseiller régional n'ayant pas d'autre mandat devra ouvrir une permanence afin de relayer les préoccupations des Normands auprès de l'institution régionale. Quand un de nos compatriotes a une problématique de formation, d'orientation, quand un chef d'entreprise a une difficulté quelconque, il faut qu'il puisse trouver un interlocuteur. J'en ai marre des conseillers régionaux qui sont parfois des hirondelles qu'on ne voit qu'au printemps, celui de l'élection, qui disparaissent ensuite et qui reprennent la béquille 6 années plus tard.
Je veux qu'il soit sur le terrain. Chaque conseiller régional devra enfin signer une charte éthique l'obligeant à démissionner en cas de conflit d'intérêts avéré. Comme Tacite, qui exilé aux marches de l'Empire romain s'évertuait à se réciter des poésies en latin pour se prémunir des barbarismes, nous aussi, une fois élus, nous nous redirons des mots trop souvent oubliés: éthique, droiture, respect de nos compatriotes. Ce n'est pas une option pour moi, c'est un devoir et c'est un engagement que nous prenons tous aujourd'hui devant vous. Alors, mes chers amis, le meilleur moyen pour tout cela, c'est que, bien entendu, nous gagnions ces élections de 2015. Et que ces élections de 2015 préparent la victoire de 2017. Comme le disait un certain nombre de mes camarades que j'ai rencontrés sur les marchés cet été, il faut que ça change, il faut que ça move, il faut que ça loche, pour reprendre des formules de Normand. Il faut changer Vallaud-Belkacem, il faut changer Taubira, il faut changer Le Foll, il faut changer Valls, il faut changer Hollande, parce qu'il n'y a qu'un mot qui résume la situation de notre pays, ou plus exactement de ceux qui le gouvernent. Ce mot, c'est l'impuissance. Impuissance face au chômage avec ce ministre du Travail qui préfère quitter le navire pour ne plus avoir à expliquer chaque mois l'inexorable hausse du chômage. Impuissance face à ces vagues d'immigrants et de réfugiés qui pénètrent le continent européen, interpellant à la fois notre contrat social et plus encore nos valeurs humanistes. Impuissance aussi face à nos déficits qui chaque jour rend notre pays un peu moins indépendant et de plus en plus exsangue. Impuissance face aux inégalités de notre école, de moins en moins républicaine et elle-même de plus en plus impuissante. Impuissance face à la montée désespérante du taux de chômage de notre jeunesse et pire encore, face à sa radicalisation pour quelques milliers au point de partir en croisade contre notre propre modèle. Cela dit, j'en profite pour dire au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre qu'il est temps de sortir des mots et des déclarations pour rentrer dans le concret et l'action contre le fanatisme et le terrorisme. Il va falloir des actes. Et les actes, pour moi, cela passe par la mise en place d'infractions pénales et d'un suivi judiciaire avec bracelet électronique s'il le faut pour nos jeunes revenant des pays du djihad. Prononçons aussi la déchéance de la nationalité française pour les binationaux qui vont combattre en Irak ou en Syrie. Et expulsons tous les étrangers dont les déclarations et les actes ne sont pas conformes à nos valeurs. Oui, mes chers amis, nous avons besoin sur ces sujets-là, non pas simplement des magnifiques discours de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, nous avons besoin aussi que désormais nous prenions conscience de la nécessité d'avoir des politiques et des réactions extrêmement fermes face à ce danger permanent que représente le terrorisme et le fanatisme. Oui, mes chers amis, jamais, jamais les puissants qui nous gouvernent n'auront été aussi impuissants, aussi tétanisés, aussi paralysés face aux problèmes de notre pays. Et cette immense fragilité, les Français la sentent tous les jours, au moindre conflit. Les bonnets rouges, les floranges, Notre-Dame-des-Landes, les taxis, les éleveurs, tout devient tout de suite explosif. Et un mot sur la question d'élevage. Et d'abord, je voudrais adresser un coup de chapeau aux éleveurs qui sont là. Je l'ai dit aussi au président des chambres d'agriculture que j'ai rencontré, parce qu'ils ont eu un grand sens des responsabilités dans le conflit de cet été. Et ce n'était pas si facile de garder ses nerfs dans la situation dans laquelle ils sont. Un seul souvenir résume, je crois, la situation. Il est personnel. Au début des années 80, mon père vendait ses bovins plus cher qu'on ne les vend aujourd'hui. Alors qu'en 30 ans, l'indice des prix à la consommation a doublé,
Sans compter bien sûr que la charge des éleveurs, la complexité, les normes se sont accumulées depuis la fin des années 70. Chers amis, la détresse des paysans, elle est tout à fait réelle. Elle est celle d'hommes et de femmes révoltés qui ne peuvent même pas obtenir un SMIC alors qu'ils travaillent 70 à 80 heures par semaine, 365 jours par an, ou presque. Elle est malheureusement d'abord, et il faut le rappeler, la conséquence de la dégradation de la compétitivité globale de notre économie et du syndrome de l'empilement des normes. Rendez-vous compte, la France, deuxième exportateur mondial de produits agroalimentaires en l'an 2000, peine aujourd'hui à demeurer quatrième. Écoutez bien, l'Allemagne exporte du porc quand elle en importait 1 million de tonnes en l'an 2000. Et humiliation suprême, nous exportons moins de lait et de fromage que les Allemands. Mais cette crise, c'est aussi celle d'hommes et de femmes qui vivent ou survivent plutôt sous l'emprise d'un double cartel. Le premier, c'est le monopole de la grande distribution. 4 enseignes représentent plus de 80% de la consommation française et font donc la pluie et le beau temps. Le second, c'est la concentration en quelques mains de l'abattage et de la transformation laitière, ce dernier subissant lui-même la pression de la grande distribution. Et dans tout cela, les paysans français et les paysans normands ne sont plus que des pions. C'est pourquoi je réclame, et j'ai réclamé, comme Bruno Le Maire, la mise en place d'une transparence des prix et d'un organisme indépendant qui, tous les 6 mois, serait amené à présenter la construction du prix à la consommation. Comme la transparence sur les salaires des grands patrons a pu freiner certains abus, pas tous, mais quand même, seule l'opinion publique est aujourd'hui capable de freiner les excès de la grande distribution ou de certains industriels. Pouvoir pointer du doigt tel ou tel est le meilleur moyen de réguler ces acteurs en situation de monopole, parce que leur image est un élément clé de leur réussite économique. Et de plus, face à la concentration de l'industrie laitière, il faut favoriser la constitution d'organisations de producteurs suffisamment puissantes pour qu'elles puissent parler de façon plus équilibrée avec les industriels. Et j'estime, Véronique, que cela doit être l'une des priorités du prochain Conseil régional en favorisant la construction de telles organisations. Nous financerons également la modernisation des exploitations pour favoriser leur compétitivité, le développement de la méthanisation pour améliorer le revenu des exploitations. Nous soutiendrons l'innovation, les diversifications et les filières courtes, vecteurs de valeur ajoutée. Nous conduirons avec l'industrie agroalimentaire une véritable politique de filière, recherche, innovation, investissement, formation, soutien à l'export pour de nouveaux débouchés. Bref, notre ambition, elle est simple. Nous voulons tout simplement faire de la Normandie le grenier de la France. Alors, mes chers amis, nous devons être prêts pour la relève. Nous sommes prêts par la relève parce que nous sommes unis, tout le monde l'a dit. Et je voudrais en profiter pour présenter nos 4 têtes de liste pour celles et ceux qui n'auraient pas encore complètement intégré notre schéma. Françoise Guégaud, tête de liste pour la Seine-Maritime. Rodolphe Thomas, tête de liste pour le Calvados. Tout le monde est là. Bertrand Degnaud, tête de liste pour l'Orne. David Marguerite, tête de liste pour la Manche. Et je voudrais vous dire que nous aurons une équipe politique complètement construite avec Sophie Gauguin, qui sera déléguée générale en charge de la coordination politique et du porte-parole là, dans la campagne. Et nos deux porte-paroles, Tristan Duval et Alexandre Rassert. Et voilà, Tristan, maire de Cabourg et maire de Gisors. À monter. C'est pas grave, il est parti.
Ah oui, c'est vrai, il a un mariage. Alors, nous sommes unis, Républicains, UDI, Modem. Alors je sais parfois que ça vous pose quelques soucis pour quelques-uns. Mais je voudrais simplement vous rappeler une chose, c'est que le Modem du Calvados et la figure du Modem normand que représente Rodolphe Thomas ne s'est jamais trompé. Il a toujours été avec nous dans tous les combats. Et je le dis, pour que les choses soient bien claires, Rodolphe Thomas, c'est pas simplement le doublon de François Bayrou. Alors, nous sommes unis régionalement, il nous reste aussi à être unis nationalement, et j'en profite pour le dire parce que ça me permet de passer quelques messages nationaux à mes petits camarades. À commencer par l'organisation de nos primaires. Je dis bien de nos primaires. Ce doit être des primaires communes à l'ensemble de la droite et du centre. Face à Marine Le Pen, qu'on dit d'ores et déjà qualifiée pour le second tour, personne, je dis bien personne, ne peut prendre le risque de nous retrouver exclus du second tour de l'élection présidentielle. Moi, en tout cas, je le dis notamment à mes camarades de l'UDI, je combattrai toutes celles et tous ceux qui refusent de considérer que le premier tour, c'est d'abord les primaires dans lesquelles nous avons notre place et dans lesquelles nous devons nous intégrer totalement et pleinement afin que puisse sortir un seul et unique candidat au premier tour de l'élection présidentielle. J'en profite pour dire au nom de tous les candidats au régional que si en même temps la campagne des primaires, on pouvait la mettre sous le boisseau et attendre, l'année 2016, ce ne serait pas non plus une mauvaise idée. Et je souhaite donc que le président de l'UDI prenne très vite l'initiative d'une rencontre avec Nicolas Sarkozy et nos alliés républicains pour justement définir toutes les règles du jeu de ces primaires qui doivent être les plus ouvertes possibles. Et je vous le dis, je le dis à mes camarades, si tel n'est pas le cas, je prendrai personnellement des initiatives avec mes amis. Mais revenons à nos régionales. D'abord, un mot sur le pourquoi de ma candidature. Elle est toute simple, Véronique le disait, je suis normand de toute ma chair et de tout mon cœur. Et je suis heureux, passionné de cet engagement. Même s'il a pour moi des conséquences importantes, puisque je vous le réaffirme, il me conduira, si nous sommes élus, à abandonner mon mandat parlementaire et à renoncer à l'idée d'entrer au gouvernement en 2017 si on me le proposait. C'est un enjeu absolument passionnant que celui de bâtir avec une équipe unie, soudée, passionnée, rassemblée, une région nouvelle, certes séculaire, oui Catherine, au passé millénaire, mais pourtant nous allons avoir à construire une région nouvelle. L'autre raison de mon engagement, c'est que je ne supporte plus de voir notre région dans cet état. C'est pourquoi je veux que nous sonnions le réveil de la Normandie. Un taux de jardine, par exemple. Et l'on m'expliquait que la région Basse-Normandie refusait de financer une formation sur la plasturgie, où il y a pourtant des besoins considérables, quand on maintient le financement des formations de secrétariat dont on sait malheureusement le destin. Deuxième priorité, nous relancerons l'apprentissage qui, grâce aux péripéties de François Hollande, s'est effondré de près de 15% sans que la région ne réagisse. Nous mettrons en place un vaste plan en faveur de l'apprentissage et des formations par alternance, avec pour objectif d'augmenter de 50% le nombre d'apprentis. Connaissance des métiers dès le collège, pré-apprentissage, soutien de la région pour le financement de l'apprentissage dans les TPE et chez les apprentis. Soutien aux apprentis soumis à la contrainte de la double résidence, celle de l'école et celle du patron.
Voilà les pistes sur lesquelles nous travaillons pour sortir de cette situation invraisemblable, mes chers amis, d'entreprises qui par centaines recherchent des compétences alors que le taux de chômage atteint des sommets. Et je vais vous dire, après des dizaines de tables rondes, j'en profite pour faire une petite parenthèse, il va nous falloir nous interroger sur notre régime d'indemnisation chômage et sur notre régime de protection sociale qui, de toute évidence, n'incite pas forcément à la reprise d'emploi. Il y a vraiment une vraie question qu'il va falloir aborder avec beaucoup de courage, parce que c'est évident que toutes celles et tous ceux qui sont au chômage depuis 2012 ne l'étaient pas avant et donc ils ont envie de bosser. Mais en même temps, très clairement, il y a une vraie problématique de la France et du travail. Troisième priorité pour les jeunes, le financement de la mobilité internationale des étudiants. Jamais l'université française n'a été aussi peu égalitaire. Jamais aussi peu d'étudiants issus des milieux modestes n'ont si peu accédé aux meilleures études supérieures. Et comme cela ne suffisait pas, ces jeunes ont la plus grande difficulté à effectuer la mobilité internationale. Nous nous engageons donc à ce que tous les étudiants normands pouvant ou devant partir à l'étranger puissent faire leur formation en étant soutenus par la région. J'en ai marre de voir dans mes permanences des jeunes de ma circonscription issus de milieux modestes devant partir pour une partie de leur mobilité internationale à l'étranger et qui me disent « Monsieur le député, je ne peux pas y aller parce qu'il n'y a aucun moyen pour me soutenir ». Eh bien, nous allons aider ces jeunes qui veulent faire leur mobilité internationale dans les mêmes conditions que nous les travaillons. Il y a aussi les oubliés du monde rural. Et je donne, ma chère Véronique, 3 garanties indispensables pour leur développement, pour accueillir de l'espoir. Premièrement, la région garantira aux zones rurales le même taux de couverture pour le très haut débit que les zones urbaines. Nous jouerons auprès des départements, mon cher Jean-Léonce ou mon cher Pascal qui vient de partir, nous jouerons auprès des départements un rôle de solidarité territoriale et nous développerons les usages, télémédecine, téléformation par exemple. Deuxièmement, mon cher Pascal, nous financerons les infrastructures routières qui manquent pour irriguer les territoires. Je pense à la RN12 avec la région centre. Je pense aux villes moyennes devant être reliées aux grandes infrastructures routières comme Flers, Lisieux, Évreux. Je pense aussi à la liaison Granville-Avranches. Troisièmement, Philippe Bas m'a dit, dès janvier, on s'en occupe. Troisièmement, la région financera des maisons de santé dans toute la Normandie, comme la Basse-Normandie a commencé à le faire. Et comme nous l'avons fait à Cormeilles. Oui, nous allons respecter tous les territoires. Oui, il y a un triangle d'or. Caen, Rouen, Le Havre, métropole de demain, cœur irriguant la Normandie. Mais non, mon cher Jean-Léonce, tu as raison, les territoires ruraux ne doivent pas être les grands oubliés du développement régional, car l'équilibre territorial est la clé de la dynamique d'une réunification réussie. Et je le constate dans toutes mes réunions. Nombreux sont en effet les Normands qui s'inquiètent de la réunification de la Normandie en se disant on va être éloigné de plus en plus des lieux de décision et de pouvoir. Et donc nous avons l'obligation de faire en sorte qu'il y ait cette politique d'équilibre pour que chacun puisse y trouver sa place. Et je le répète, monsieur le maire de Caen, la réunification ne réussira que si elle respecte les 2 anciennes régions. C'est pourquoi le conseil régional sera à Caen, parce que la préfecture sera à Rouen. Et nous créerons une liaison ferroviaire rapide et s'avancer entre Caen et Rouen et Le Havre pour accentuer les flux et les échanges. Et j'en profite pour dénoncer une nouvelle fois le projet loufoque de nos camarades socialistes qui installerait le conseil régional à Rouen, mais nous ferait siéger à Caen. C'est ce qu'on appelle respecter le contribuable normand. 2 sièges pour un conseil régional, des fonctionnaires se déplaçant par centaines à chaque session. Cela ferait peut-être l'affaire des hôteliers de Caen, mais certainement pas ceux des contribuables et des concitoyens. En clair, ils veulent nous refaire le coup de Strasbourg en Normandie.
Eh bien nous, c'est simple, c'est clair et c'est précis. Et nous porterons bien entendu toute notre attention sur la croissance économique. Tout sera fait à partir d'une idée simple que je répète tous les jours. La meilleure des politiques sociales, c'est celle qui favorise l'emploi, et l'emploi, ça passe par les entreprises. Et pour cela, nous allons créer une agence qui regroupera toutes les structures en charge du soutien de l'économie. Une seule pour toute la région, bras armé du Conseil régional. En s'inspirant, puisqu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il faut regarder ce que font les autres de bien. En s'inspirant du modèle israélien ou du modèle québécois, mais aussi de certains landes allemands, nous aurons à cœur, par des mécanismes réactifs, simples, inventifs, souples, rapides, tout faire pour favoriser l'investissement, pour muscler les entreprises normandes, pour faire en sorte qu'elles puissent se développer le plus rapidement possible. Cette agence sera dirigée par d'anciens chefs d'entreprise. Elle sera dotée de 100 millions d'euros et cherchera à répondre à la grande problématique de l'économie française, la sous-capitalisation des entreprises, le manque de fonds propres et le haut de bilan. Au-delà des mécanismes traditionnels de soutien, l'objectif de l'agence, c'est d'intervenir en fonds propres ou en quasi-fonds propres pour permettre d'investir, de muscler et d'exporter, pour faire en sorte que nos entreprises puissent se développer aussi rapidement qu'elles le peuvent. Ce que je veux, c'est qu'on ne passe pas de 10 à 15 et de 15 à 20 parce qu'on n'a pas les fonds propres nécessaires, parce qu'on n'a pas les capitaux pour le faire. Je veux que s'il y a des entreprises qui sont des pépites qui peuvent passer de 10 à 100 ou de 10 à 1000, eh bien que ces entreprises soient assez dotées financièrement, dotées capitalistiquement pour pouvoir se développer le plus rapidement possible, parce qu'on le sait, les banques ne le font pas. Oui, ce fonds d'investissement, ce fonds d'amorçage, comme on dit dans les milieux économiques, il sera au service des start-up, des PME, des PMI, des entreprises de taille intermédiaire, mais mais ce fonds sera aussi au service de la transmission et de la succession au sein des entreprises. Vous voyez, j'ai visité les tricots Saint-James lundi dernier dans la Manche. Eh bien, si l'ancien patron n'était pas resté à hauteur de 40% dans le capital de l'entreprise, cette magnifique pépite manchoise serait aujourd'hui soit dans les mains d'un fonds d'investissement, soit dans les mains d'une entreprise étrangère. Eh bien, ce fonds d'amorçage permettra aussi de pouvoir entrer dans le capital le temps que la reprise de l'entreprise puisse se faire pour stabiliser les choses et faire en sorte que le développement puisse se reprendre. La même question m'a été posée par exemple dans une autre pépite de la Manche qui était les casseroles Mauviel. Là aussi, ce fonds d'amorçage ou ce fonds d'investissement pourra jouer un rôle majeur pour favoriser la transmission d'entreprises dont le capital aurait les plus grandes mal à être stabilisé. Enfin, je veux que cette agence change de carte mentale. Et au lieu de se comporter comme une administration, je veux qu'elle facilite la vie des entreprises. Je veux qu'elle puisse dire « qu'est-ce que je peux faire pour vous soutenir ?» Qu'elle puisse en quelque sorte créer un climat de confiance et non de suspension, de suspicion à l'égard de l'économie. Mon objectif en quelque sorte, mes chers amis, c'est de faire en sorte que tout concourt au développement de l'initiative, de l'énergie qui existe dans notre pays. Je veux que nous mettions en place les ressorts d'un modèle où les Normands financeront les entreprises normandes. Et pour cela, nous allons créer une bourse régionale. Je veux qu'au lieu que nos compatriotes mettent de l'argent dans BNP Paribas ou dans AXA, eh bien qu'elles puissent financer la belle PME qui, derrière la haie, déciderait d'ouvrir son capital pour lever des fonds. Voilà ce que nous voulons faire, des initiatives nouvelles. Et j'imposerai aussi aux collectivités locales financées par la région que dans leur cahier des charges et dans leur appel d'offres, nous mettions en place tous les critères permettant autant que possible, dans le respect du Code des marchés publics, de favoriser l'entreprise locale qui concourt à ces marchés publics. Enfin, je voudrais vous dire une chose extrêmement simple qui a été évoquée. Nous allons faire en sorte que, pour favoriser l'économie normande, nous rendions autant que possible l'argent aux Normands en dépensant moins et en dépensant mieux. Mes chers amis, les présidents
de régions socialistes hauts normands et bas normands explique que la réunification n'est pas faite pour faire des économies. Eh bien, je vous le dis tout tranquillement et tout sereinement, que oui, la réunification de la Normandie conduira pour nous à rationaliser l'administration des Normands et donc à faire des économies. Ce ne sera pas possible, car rien n'a été anticipé. Rendez-vous compte, le 14 décembre matin, vous aurez un président de région qui sera élu avec 2 administrations, l'une à Caen et l'autre à Rouen, sans que rien ne soit amorcé, hormis, si je suis honnête, l'étude de la compatibilité des systèmes informatiques. 2 administrations, face à face, l'une la rouennaise, sûre d'avaler la Canaise, et la Canaise qui s'embastille sous la menace de l'invasion de la Normandie orientale. Voilà la situation précisément vécue par tous les fonctionnaires qui aujourd'hui viennent à notre rencontre, soit pour nous aider, soit pour nous faire part de leurs doutes. Il s'agira donc d'un chantier absolument majeur, difficile. Il faudra beaucoup d'énergie, beaucoup d'écoute, d'attention, mais une détermination sans faille pour que cette nouvelle gouvernance soit mise en œuvre et partagée par le plus grand nombre. Et pour vous faire une confidence, nous y travaillons d'ores et déjà, pour être en situation d'agir vite. Mais mes chers amis, je vous le dis clairement, oui, j'assume. Et j'assume qu'il n'y a aucune raison que les Normands financent une administration régionale qui pèse rien que sur sa masse salariale 50 millions d'euros de plus que la Bretagne ou les Pays de la Loire, qui ont pourtant la même population que nous. Ces 50 millions d'euros, je préfère qu'ils soient mis à la disposition des Normands pour financer des grands projets d'infrastructure ou les politiques dont nous avons besoin. Oui, j'assume qu'un service de la Haute-Normandie de 20 personnes et un service de la Basse-Normandie de 20 personnes, ça ne fait pas un service de la Normandie de 40 personnes avec 2 directeurs. Je veux un service performant et efficient, mais ce service performant et efficient, ça n'est pas par l'accumulation de fonctionnaires régionaux de la Haute et la Basse-Normandie qui, grosso modo, resteraient en l'état. Il y aura un effort de réorganisation et d'économie à réaliser dans le cadre de la réunification de la Normandie. Et oui, j'assume que les innombrables satellites des 2 régions devront être regroupés et rationalisés dans un souci d'efficacité. Et oui, j'assume que nous devons profiter, Monsieur le Président du G5, que les 5 présidents des départements de droite et du centre soient aussi là pour que nous réorganisions nos compétences entre la région et les départements. Cher Jean-Léonce et cher Pascal, nous devons faire notre loi de décentralisation normande, ce que le Parlement n'arrive pas à faire. Nous devons le faire pour gagner des marges de manœuvre, parce que vous n'avez plus un rond, et parce que les Normands ont besoin que nous fassions des économies sur les structures de la région Normandie. Oui, nous devons, en effet, dans un G6, si vous m'autorisez désormais d'y participer, nous devons, dans un G6, à la fois définir ensemble les grandes politiques régionales et ensuite les décliner en évitant le millefeuille, en évitant les doublons administratifs, en évitant les financements croisés et en faisant en sorte que là où la région est la mieux à même de mener une politique, ce soit elle qui la mène, et quand on a besoin de plus de proximité, que ce soit les départements qui les mènent. Voilà comment nous devons conduire la gouvernance de la région Normandie demain. Amis, en conclusion, ça a été trop long, mais pardon. Je voudrais vous dire à quel point nous avons une chance extraordinaire. La Normandie est à nouveau sur ses fondations historiques. Et nous allons pouvoir écrire une page blanche. Nous allons pouvoir faire fi des conservatismes, des mauvaises habitudes, des petits arrangements, mettre en place une politique radicalement nouvelle, car la politique de la Normandie, c'est pas la médiane ou la moyenne des politiques pas normandes et aux normandes. Oui, nous pourrons le faire parce que nous changeons de frontière, nous changeons d'horizon. Et c'est une chance unique. Et le fil conducteur de notre politique, ma chère Catherine, ce sera la renaissance de l'identité normande.
comme les Bretons savent si bien le faire. Utilisons nos racines, notre histoire, notre culture, non pas par nostalgie, mais pour puiser en nous les forces pour nous projeter dans l'avenir. Il n'y a pas en effet de plus bel imaginaire que celui que véhicule la Normandie. Eh bien, mettons cette image formidable au profit de notre industrie, de notre tourisme, de notre agriculture, de notre artisanat, de notre culture. La marque Normandie, mes chers amis, elle vaut largement, sinon plus, que la marque Bretagne. Soyons à nous fiers d'être normands. Profitons de l'imaginaire que porte la Normandie. Profitons-en pour en faire un atout, pour être à nouveau dans un esprit de conquête, pour que la Normandie, mes chers amis, soit avec vous une Normandie conquérante. Je vous remercie.